vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de Bacchus, un peu atypique. Ça devient, ce qui est censé être atypique devient typique. On espère que ça va bientôt cesser. Et voilà, il y a de grandes chances pour que le mois prochain soit en live, réellement, au clos comme d'habitude, comme à l'accoutumée. En tout cas, ce soir, on est ravis de recevoir Tristan Richard, qui travaille à l'ISVV, l'Institut supérieur de la vigne et du vin à Bordeaux. Il se présentera tout à fait lui-même ensuite. On a choisi une thématique autour de la contrefaçon. C'est vrai que on parle souvent de droit et avec des juristes sur la contrefaçon. On a une interprofession qui est très au point sur ce thème-là, évidemment en Champagne. Mais là, voilà, c'est la contrefaçon et évidemment les juristes, d'une certaine manière, qui font appel aux scientifiques pour mettre en place des outils et trouver une façon de lutter contre ce phénomène. Donc on va parler de ça. Ça va être évidemment passionnant. Je vous dis juste comment les choses vont se passer. Donc votre micro est coupé effectivement. Si vous avez des questions que vous voulez soumettre à Tristan Richard, il sera un plaisir d'y répondre à l'issue de la conférence. Utilisez le chat et on va recenser les questions. Et bon, s'il y en a vraiment trop, on les sélectionnera, mais on espère pouvoir toutes les lui proposer, les lui soumettre. Donc voilà, utilisez le chat, posez les questions au fur et à mesure de la conférence et on va les compiler. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit et je laisse donc la parole à Tristan Richard et je vous souhaite une bonne conférence. Okay. Merci Franck. Vous voyez bien mon écran? Tout va bien? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, super, merci. Donc, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. J'aurais préféré que ce soit en direct, mais bon, les circonstances font qu'il y a de plus en plus de gens qui attrapent le Covid ou qui sont cas contact et malheureusement, on s'habitue à faire du Zoom ou d'autres moyens de communication. Donc, vous m'avez invité à faire une présentation sur ce sur quoi on travaille au sein de l'Institut des sciences de la vigne et du vin à Bordeaux, qui est la traçabilité des vins. Et je vais vous montrer ce soir un petit peu ce qu'on utilise pour pouvoir bien lutter contre la contrefaçon des vins. Alors, deux mots sur notre équipe avant de commencer la présentation sur l'authenticité. Moi, je suis responsable d'une équipe qui s'appelle Molécules d'intérêt biologique au sein de l'unité de recherche œnologie, qui est une UMR INRAE localisée à l'Institut des sciences de la vigne et du vin à Bordeaux. Et au sein de notre équipe, on travaille sur deux thématiques principales qui sont, la première, c'est la caractérisation des composés bioactifs du vin et la mise en évidence des propriétés biologiques de ces composés en termes de santé végétale, mais également de santé humaine. Et la deuxième thématique, c'est le développement de techniques analytiques pour la caractérisation des vins. Et c'est ce qui m'amène à vous faire cette présentation-là. Nous avons créé au sein de notre unité une plateforme qui s'appelle VRAI. VRAI, c'est l'acronyme de vin, recherche, authenticité, identité, qui est une plateforme qui a été créée avec l'aide du CIVB, donc ici à Bordeaux, et qui a pour but de réaliser des prestations analytiques pour garantir l'authenticité des vins. On a développé ces outils avec le service commun des laboratoires, le SCL, qui est le laboratoire de contrôle analytique des fraudes et des douanes, ici à Bordeaux. Donc, on développe différents outils, différentes techniques analytiques. Je vous parlerai un tout petit peu de la spectrométrie de masse, mais ce que je vais vous évoquer aujourd'hui, c'est la RMN, la résonance magnétique nucléaire. Je vous montrerai comment on peut utiliser cette technique. Je vous expliquerai d'abord ce que c'est que la résonance magnétique nucléaire et ensuite je vous montrerai comment on peut utiliser cette technique pour pouvoir garantir l'authenticité des vins. Alors, quelques mots sur la fraude. Des exemples de fraude, dès que vous regardez la presse, vous en avez de par le monde plein d'exemples différents, des choses plus ou moins sophistiquées, des choses plus ou moins impactantes sur la filière. Vous avez ici tout un tas d'exemples d'articles de presse relatant des cas de fraude. Alors, la fraude sur les vins, ce n'est pas quelque chose de neuf.
Là, je vous ai mis la page de garde d'un ouvrage qui s'appelle « Ce que l'on boit aujourd'hui quand on croit boire du vin ». C'est un ouvrage qui a été édité en 1883. C'était au moment de la crise du phylloxéra et c'est ce qui a amené à définir ce qu'est le vin. Le vin, hein, c'est le produit de la fermentation de la baie de raisin. Et vous avez tout un tas d'exemples de fraudes, des fraudes grossières, hein, comme par exemple les vins fabriqués en Corse dans les années 60-70, hein, qui étaient des vins faits sans raisin. La recette, c'était un mou concentré, du sucre, de l'eau et de l'acide sulfurique. Donc, vous voyez que ça s'éloigne très loin, c'est très loin quand même du vin et que ça peut poser des problèmes de santé publique. Et puis, vous avez des exemples plus récents, comme par exemple les faux Bordeaux faits avec des vins de Languedoc ou les faux rosés français faits avec des vins d'Espagne. Et vous avez sur Internet une revue de fraises sur la fraude et le vin. Vous avez l'adresse qui vous est donnée ici. Si ça vous intéresse, vous avez répertorié tous les cas de fraude depuis environ un siècle qui relatent tous les cas de fraude et tous les problèmes que ça a posé la fraude sur le vin. Alors, les fraudes, ça peut être quelque chose d'extrêmement sophistiqué. Et là, je vous ai mis deux exemples de fraudes très sophistiquées. C'est l'affaire Hardy Rodenstock. Hardy Rodenstock, c'est quelqu'un qui a constitué une cave de vrais et de faux vins. Et l'exemple le plus célèbre de ces sous-faux vins, ce sont les bouteilles de Thomas Jefferson. Ce sont des bouteilles qui auraient appartenu à l'ancien président des États-Unis, qui seraient des bouteilles de Château Lafite 1787, qui ont été vendues par une célèbre maison de vente aux enchères pour 133 000 €. Et la fraude a été mise en évidence par des mesures de césium-137, donc des mesures de radioactivité. Et on a montré que ces bouteilles contenaient du césium-137. Et ça, c'est impossible, puisque le césium-137 eh bien, provient des essais nucléaires dans la haute atmosphère dans les années 60. Donc, ces bouteilles étaient des fausses, et c'est de la radioactivité qui a permis de mettre en évidence cette contrefaçon. Un autre exemple célèbre de fraude sophistiquée, c'est l'affaire Rudy Kurniawan. Ce sont les faux Grands Bourgogne. C'est plusieurs millions d'euros de vente de faux Bourgogne. Et là, la mise en évidence de la fraude, c'est qu'il a été commercialisé des vins qui n'existaient pas. C'est ce qui a permis de montrer qu'il y a eu contrefaçon. Et c'est très difficile de démontrer qu'il y a contrefaçon par des techniques analytiques et on a souvent besoin de plusieurs techniques analytiques et de différents faisceaux de preuves qui permettent ensuite de pouvoir attaquer devant un tribunal les faussaires. Donc la fraude, c'est quelque chose qui peut être extrêmement basique, mais qui peut être aussi très sophistiqué et qui a un impact économique important. Alors, si on prend le côté économique, pourquoi pour la France c'est un problème? Il faut savoir d'abord que la France, c'est le 3e pays exportateur de vin dans le monde, après l'Espagne et l'Italie, mais c'est surtout en termes de valeur le 1er exportateur au monde, avec un niveau d'exportation qui s'élève à environ 9 milliards d'euros, et c'est le 2e excédent commercial de la France. Alors, en termes de fraude, si on regarde le marché européen, les dernières données estiment qu'environ 1 milliard d'euros par an, quand on regarde les vins et spiritueux, c'est la perte directe liée à la fraude. Et quand on prend les pertes indirectes, ça s'élève à 3 milliards d'euros. Et simplement le vin, c'est 500 millions d'euros. Donc, c'est quand même des chiffres très importants. Vous avez différents types de fraude. Hein. Ça peut aller, bien sûr, des contrefaçons, des imitations, des évocations. Ça peut être des faux labels. Ça peut être aussi des déceptions, des vins qui sont de mauvaise qualité et qu'on cherche à faire passer pour des vins qui sont de meilleure qualité. Donc, la fraude, c'est quelque chose d'assez diversifié et ça a un impact économique assez important au niveau, bien sûr, mondial, mais surtout français. Et la région de Bordeaux est l'une des régions qui est le plus sujette à des contrefaçons. Et donc, au niveau de Bordeaux, on a créé un GIS, un groupement d'intérêt scientifique,
qui regroupe différents laboratoires d'universités de Pau et de Bordeaux autour de la caractérisation de la fraude sur les vins. Et cela va de la bouteille jusqu'au contenu, bien sûr, le vin, avec différents types et approches analytiques. Donc, ça va d'analyses simples, comme des analyses visuelles, jusqu'à des choses très sophistiquées, comme l'utilisation de la spectrométrie de masse ou de la RMN, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, avec différents types d'approches, des analyses de la bouteille, de l'étiquette, du bouchon, et puis, bien sûr, ce qui nous intéresse à nous dans notre laboratoire, des analyses du vin. Alors, notre approche, elle est basée, comme je vous l'ai dit, sur la résonance magnétique nucléaire. La résonance magnétique nucléaire, peut-être que ça ne vous dit rien. Par contre, vous connaissez tous l'IRM. L'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, et c'est quelque chose qui sert à faire des images qui vont permettre de faire du diagnostic médical. Et lorsqu'on fait de l'IRM, ce qu'on regarde, ce sont les molécules d'eau qui constituent les organismes vivants, et plus précisément les atomes d'hydrogène portés par ces molécules d'eau. Donc ça, c'est la version tridimensionnelle de la résonance magnétique nucléaire. Nous, lorsqu'on fait de la RMN dans notre laboratoire, on va regarder les atomes d'hydrogène, mais pas des molécules d'eau, des composés organiques qui constituent le vin. Et donc l'ARMN en chimie, c'est une technique analytique extrêmement utile pour déterminer la structure des composés organiques, de tous les composés organiques. Et donc, c'est quelque chose qui nous permet de déterminer la structure de ces composés-là, mais ça nous permet également d'étudier les interactions de ces composés avec tout type d'autres composés, comme des protéines, dans le cas que je vous présente ici. Donc, nous, on utilise l'ARMN pour faire de la caractérisation des composés qui sont dans le vin. Alors, c'est une technique qui nous permet de déterminer la structure des molécules, mais c'est aussi une technique qui est quantitative. Vous voyez ici, vous avez un spectre RMN, c'est tout un tas de pics. Chacun de ces pics appartient à une molécule différente. Et globalement, l'aire du pic est proportionnelle à la concentration du composé. Donc, si vous connaissez la concentration d'un composé, vous êtes capable de déterminer la concentration de tous les composés qui sont présents dans l'échantillon que vous avez réussi à identifier. Donc, c'est quand même assez élégant. Et c'est sur cette base-là que l'on a développé nos techniques d'analyse. Alors aujourd'hui, la RMN, c'est quelque chose qui est très utilisé pour le contrôle alimentaire. Cette utilisation dans le contrôle alimentaire, c'est ce que j'ai voulu vous illustrer dans cette diapositive-là, ça a commencé dans les années 2000. Et aujourd'hui, on utilise la RMN pour faire du contrôle sur différents produits alimentaires, le vin, dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais également les jus de fruits, le miel, l'huile d'olive, et puis également des produits solides par extraction. Ça peut être du saumon, du café, des épices. Tout un tas d'applications ont été développées pour faire du contrôle analytique à partir de la RMN. Et si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver un reportage qui a été diffusé sur France 5 qui s'appelait « La bataille du miel ». Et dans ce reportage que vous pouvez sans doute retrouver sur YouTube, vous avez une application qui vous est montrée de la RMN, justement pour contrôler le miel, parce que le miel, c'est aussi un produit qui est souvent sujet à contrefaçon, parce que vous le savez tous, on a de moins en moins d'abeilles, on a une demande de miel qui est de plus en plus forte, et on a tendance souvent à remplacer le miel par du sucre, ou plus exactement du caramel. Donc, vous avez dans ce reportage une très bonne illustration de l'utilisation pratique de la RMN pour lutter contre la contrefaçon. Alors, quand on s'intéresse au vin, ce qu'on va regarder dans le vin, c'est ce qu'on appelle le métabolome du vin. Alors, le métabolome, c'est quoi? C'est l'ensemble des petites molécules qui constituent un vin. Alors, quand on regarde un vin, vous avez tout un tas de petites molécules. Vous avez bien sûr l'eau, l'éthanol, et puis vous avez tout un tas de composés de familles différentes. Vous avez des acides organiques, des alcools, des composés phénoliques, des sucres, et puis d'autres composés. Ça, toutes ces molécules, c'est le métabolome du vin. Et la science qui s'intéresse au métabolome, de façon générale, c'est ce qu'on appelle la métabolomique. Et ce que l'on a choisi, c'est de développer des approches métabolomiques par RMN, de façon à pouvoir quantifier tous ces composés-là dans le vin. Alors, la méthode, elle est relativement simple.
C'est quoi notre méthode? On prépare un échantillon de vin. Donc, vous voyez ici, vous avez une bouteille de vin et là, vous avez un échantillon de vin qu'on va passer en RMN. Et donc, un échantillon de vin pour la RMN, c'est 500 microlitres de vin. Donc, c'est un très faible volume de vin. Il n'y a pas de préparation. On met directement l'échantillon de vin dans le tube. On va rajouter une référence de quantification pour pouvoir justement quantifier tous les petits composés qu'on va pouvoir identifier. Et donc là, on va cibler tout un tas de composés de familles différentes. Et ensuite, on fait une mesure de ce qu'on appelle un spectre RMN. Et on va quantifier les pics qui sont là, de façon à pouvoir déterminer les concentrations des composés qui sont présents dans le vin. Donc, voilà un petit peu la base de la méthode. Et à partir de cette méthode, on est capable de quantifier environ une cinquantaine de composés. Donc là, vous avez une illustration des composés que l'on dose. On a des acides organiques, des sucres, des acides aminés, des alcools supérieurs, des composés phénoliques et d'autres composés. Donc, globalement, on va doser tous les composés qui sont présents en grande quantité dans le vin. Et ce que l'on a fait comme supposition, c'est que cette signature organique, ces composés, permettent de garantir l'authenticité d'un vin. C'est la méthode que l'on a développée. Alors d'abord, c'est quand même une méthode qui est précise. Vous voyez, en termes de précision, vous voyez, on arrive jusqu'à des degrés de précision qui sont de 99%. Donc la RMN, c'est quelque chose de très reproductible. Donc ça, c'est quand même très intéressant par rapport à d'autres techniques. Et ensuite, ce qu'on a choisi, c'est de voir comment on peut garantir l'authenticité d'un vin. Et on a deux problématiques qui se posent de façon générale. La première, c'est ce que vous illustrez à gauche, c'est la comparaison d'une bouteille frauduleuse avec l'original, fournie par le château. Et la deuxième, c'est de constituer une base de données de vin de façon à remonter à l'origine de la bouteille frauduleuse. Et ce sont ces deux approches que je vais vous présenter maintenant. Alors tout d'abord, la comparaison d'une bouteille à l'original. Alors pour démontrer ça, ce n'est pas si simple que ça. Parce que quand on fait ceci, le vin, c'est une matrice qui est vivante. C'est quelque chose qui évolue. C'est ce qui fait la qualité des grands vins. Et donc, bien sûr, lorsqu'on va comparer une bouteille qui a une origine que l'on ne connaît pas, mais qui a voyagé, qui a pu faire le tour du monde avec la bouteille qui a été stockée dans le château, on peut s'attendre à des déviations. Et donc, pour montrer, pour voir si la technique était efficace, ce qu'on a fait, c'est en collaboration avec l'association, on a fait des analyses au service commandé laboratoire, donc avec les analyses classiques développées par le service de répression des fraudes, et on les a comparées aux analyses par RMN. Et ça, on l'a fait sur 3 lots. Un lot A, c'était et puis 2 lots B et C qui étaient des bouteilles suspectes qui étaient venues au niveau du château avec une demande de changement du bouchon. Et donc, on a voulu voir si on était capable de montrer si ces bouteilles étaient des vrais ou des faux. Alors, les analyses du SCL, c'est 250 ml de vin et c'est 2 jours d'analyse. La RMN, c'est 500 microlitres et c'est 20 minutes. Donc, en temps et en volume, on est quand même plus intéressant. Alors, est-ce qu'en termes d'informations, on a les mêmes informations? Pour vous montrer les informations que l'on peut obtenir avec la RMN, voici ce qu'on a obtenu sur ces vins-là. Donc, vous avez ici des analyses statistiques en composantes principales qui vous permettent de comparer les différents échantillons analysés. Et donc, ce que vous avez représenté à gauche, ce sont les analyses obtenues au niveau du SCL, et à droite, ce sont les échantillons passés en RMN. Donc, les échantillons suspects, ce sont les triangles, et les échantillons originaux, ce sont les étoiles. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que dans les deux cas, dans les deux types d'analyse, les bouteilles du lot A, elles sont authentiques. On a bien la petite étoile qui vient ici se superposer au triangle. Ça veut dire qu'en fait, les bouteilles sont similaires, qu'a priori, le lot A, les 2 bouteilles du lot A sont des bouteilles authentiques. Et ça, par RMN et par les analyses classiques. Si on prend les bouteilles des lots B et C, on voit que eh bien, les tâches des bouteilles authentiques et des bouteilles frauduleuses eh bien, sont distinctes.
Ça veut dire que pour nous, ces bouteilles sont des fausses. Et on a les mêmes résultats au niveau du SCL et au niveau de l'ARMN, ce qui confirme bien qu'on a les mêmes résultats. Donc l'ARMN est capable de comparer des vins bouteille à bouteille. Alors pour vous montrer ceci, ce qu'on a développé pour faire ceci, on a développé un outil qu'on appelle Z-Score, qui va tenir compte en fait de l'évolution des vins en bouteille et qui nous permet de majorer les incertitudes de mesure de façon à pouvoir tenir compte de l'évolution du vin en bouteille et pas simplement des erreurs liées à la technique analytique. Et pour vous montrer un petit peu la puissance de l'outil, là, on a pris une vingtaine de vins et on les a comparés entre elles. Et pour vous montrer la comparaison, on a créé une heatmap, donc une carte de chaleur, où globalement, on a comparé un vin avec lui-même et puis avec l'ensemble des autres vins. Quand c'est vert, c'est que pour nous, les bouteilles sont identiques et plus ça tend vers le rouge, plus les bouteilles sont différentes. Et ce qu'on peut voir sur cette analyse-là, donc là, vous avez 6 médocs, 6 libournais et puis des vins d'autres provenances qui sont des millésimes 2011 et 2012. Et ce qu'on peut voir, c'est que globalement, tous les vins sont différents. Sauf deux cas, deux médocs, donc les médocs 5 et 6 qui sont du millésime 2012 qu'on n'est pas capable de distinguer. Et puis deux vins, les libournais 1 et 2, qui sont deux libournais de 2011 également, et que l'on ne peut pas distinguer. Donc, ça nous montre bien que l'ARMN, même sur des vins d'appellation qui sont proches, a une capacité discriminante qui est quand même intéressante en tenant compte de l'évolution du vin en bouteille. Et d'autre part, ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez, tous les vins sont différents, mais quand on regarde des vins de la région de Bordeaux, les Libourdais et les Médocs, on tend plutôt vers le jaune, ce qui nous indique que ces vins-là ont quand même des degrés de similarité. Et donc, l'ARMN pourrait peut-être nous permettre de remonter à l'origine du vin que l'on souhaite analyser. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, la deuxième mission qu'on s'était fixée, c'était de voir si on était capable d'utiliser l'ARMN pour remonter à l'origine d'un vin. Pour faire cela, on a besoin d'une base de données, on a besoin des signatures analytiques d'un grand nombre de vins, de façon à pouvoir reconstituer la carte, ici, des différentes régions viticoles. Donc, on a commencé à faire ceci, on a créé une base de données dans laquelle on va entrer les informations des vins, depuis le pays à la couleur du vin, en passant par les cépages utilisés, les châteaux, etc., etc. Et pour chacun de ces vins, on a enregistré les données analytiques que l'on a obtenues par RML. Donc aujourd'hui, dans notre base de données, on a environ entre 2 et 3 000 références de vins, donc principalement des vins de Bordeaux. Et on a en plus ajouté des outils de comparaison relativement simples qui vont nous permettre de comparer des vins entre eux ou des ensembles de vins entre eux, de façon à pouvoir vérifier si un vin provient de la bonne région, du bon château. Et donc pour vous illustrer ceci, j'ai choisi de partir d'abord de l'échelle nationale. Alors, est-on capable, avec l'ARMN, de distinguer des vins de différentes appellations au niveau national? Alors là, vous avez une illustration de la comparaison des vins de Bordeaux et des vins de Bourgogne. Donc là, vous avez à nouveau des analyses en composantes principales. Les vins de Bordeaux, ils sont en bleu, les vins de Bourgogne sont en jaune. Là, on avait pris des vins, à l'époque, on avait pris des vins sur une dizaine de millésimes différents. On avait 127 Bordeaux, 20 Bourgogne. Et donc là, quand on regarde les pourcentages de vins de bonne classification que vous avez à droite, on a sans problème la capacité par les RMN de distinguer des vins de Bordeaux de vins de Bourgogne. Vous allez me dire, est-ce qu'on a besoin d'un RMN pour faire ça? Peut-être pas, mais on peut aussi le faire par RMN. Alors ça, c'est le cas qui marche très bien. Alors, on l'a fait sur d'autres appellations. Quand on prend le Beaujolais, ça marche bien. Vous l'avez en haut. Les Côtes-du-Rhône, ça marche bien aussi. Le Val-de-Loire, ça marche bien. On a beaucoup plus de mal pour les vins du Languedoc. Donc voilà le résultat sur les vins du Languedoc à l'époque. Vous avez toujours les vins de Bordeaux qui sont en bleu.
les vins du Languedoc, vous voyez, ils sont en jaune. Et là, on a une superposition des deux ensembles, ce qui veut dire que quand on regarde les pourcentages de bonne classification, certains vins de Bordeaux semblent provenir de Languedoc ou inversement, certains vins de Languedoc semblent provenir de Bordeaux. Alors, il y a plusieurs explications à ceci. Quand on regarde l'ensemble des vins qu'on a pris, on n'a pas pris beaucoup de vins pour faire cette classification. Ensuite, une autre explication possible, c'est que le Languedoc, c'est une région très vaste, avec des pratiques vitivinicoles très différentes en fonction des différentes zones de production, des cépages différents. Et donc, on peut supposer que si on veut être capable de discriminer les vins de Bordeaux des vins du Languedoc, on devrait augmenter le nombre d'échantillons du Languedoc dans notre base de données pour voir si on est réellement capable de discriminer tous ces vins. Mais l'ensemble de ces éléments nous laisse quand même comme espoir d'utiliser l'ARMN pour classifier les vins en fonction de leur appellation. Alors maintenant, ici, c'est pour vous montrer une chose importante de l'ARMN, c'est qu'on a la capacité de retrouver l'appellation, mais comme on quantifie les composés, on est aussi capable de mettre en évidence les composés qui sont responsables des discriminations. Et donc, on a un élément important sur les vins parce qu'on a une information sur l'authenticité, mais on a aussi une information sur la qualité. Et donc, ça, c'est un autre élément qui nous intéresse dans l'utilisation de l'ARMN, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'ARMN pour faire de l'analyse, cette fois-ci œnologique, dans le sens qualitatif des vins. Alors, maintenant, si on regarde les vins de Bordeaux. Les vins de Bordeaux, par exemple, on a les vins du Médoc et les vins de la région du Libournais. Et donc, une question qu'on s'est posée, c'était est-ce qu'on est capable de discriminer ces vins de ces deux régions différentes? Et donc là, on a pris une centaine de vins des deux appellations sur une dizaine de millésimes différents et on les a comparés. Et donc, vous voyez qu'on arrive à classifier relativement correctement les vins du Médoc, des vins du Libournais. Donc là, vous avez sur cette ACP, donc cette analyse statistique, vous avez les vins du Libournais qui sont en rose, les vins du Médoc qui sont en bleu, et on voit bien qu'on a une bonne séparation des deux groupes avec un pourcentage de bonne classification qui tourne aux alentours de 85%, ce qui n'est déjà pas si mal. Donc on a une signature spécifique de la région de Libourne et des vins du Médoc. Alors cette signature, on peut l'attribuer à un élément important qui est le cépage. Parce qu'on a montré que le cépage, c'était un élément important de classification des vins lorsqu'on utilise l'ARMN. Et effectivement, dans les deux, on n'utilise pas les mêmes proportions des cépages classiques du Bordelais. Et donc, automatiquement, on suppose que c'est le cépage qui nous a permis de bien classifier ces vins. Alors, une autre information qui nous intéresse, c'est d'aller chercher l'origine du millésime. Est-ce qu'on est capable de classifier les millésimes? Et là, c'est plus compliqué. Vous avez ici une comparaison de différents millésimes. Vous voyez, par exemple, si on prend une comparaison des vins de 2005 avec ceux de 2007, ici, vous avez le pourcentage de bonne classification, vous avez 86%, donc c'est pas mal. Mais si vous tombez sur 2012-2013, vous tombez à 67% de bonne classification. Donc, on voit qu'on a un pourcentage de bonne classification qui est dépendant du millésime. Et en fait, ce qu'on suppose, c'est qu'en fait, c'est dépendant du climat. Globalement, c'est les conditions viticoles qui conditionnent notre capacité à classifier les vins en fonction du millésime. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que plus on prenait des millésimes éloignés, plus le pourcentage de bonne classification augmente. Vous voyez ici, si on prend 2013-2012, on est à 67%, 2013-2011, 80%, 2013-2010, 95%, 2013-2007, 95%. Et donc, ce qu'on a supposé, c'est que là, on avait une signature de l'évolution des vins. Et donc, ce qu'on suppose, c'est que la classification est fonction de deux paramètres, le climat, mais également le vieillissement des vins en bouteille. Et pour démontrer ceci, ce que l'on a fait, c'est que l'on a pris un ensemble
de jeunes millésimes à un ensemble de vieux millésimes. On a voulu voir si on était capable de les distinguer. Et donc ici, vous avez les vieux millésimes, c'est des millésimes qui sont compris entre 2004 et 2007. Et les jeunes millésimes, c'est 2013-2016. Et vous voyez, on a la capacité de séparer ces deux ensembles, ce qui nous montre bien qu'on a un effet du vieillissement des vins en bouteille. Donc l'ARMN est un outil pour suivre le vieillissement des vins en bouteille. Et donc là, vous voyez les composés qui sont là, ce sont les composés qui ont ici bien indiqué cette classification. On retrouve des composés qu'on sait qui vont évoluer. Par exemple, l'épicatéchine, on sait bien sûr que la teneur en épicatéchine vont évoluer au cours du vieillissement. On a le xylose, donc tout un ensemble de composés qui sont des marqueurs du vieillissement du vin. Donc par RMN, on a la capacité de suivre le millésime, ça dépend du millésime, mais on a aussi la capacité de voir l'évolution des vins en bouteille. Alors, pour illustrer notre capacité à discriminer des vins de région ici de Bordeaux, on a eu la chance de pouvoir accéder à des vins de 6 grands châteaux de Bordeaux, du Médoc, du Libournais et d'un Pessac-Léognan. Donc, on a eu la chance de pouvoir avoir 6 verticales depuis 1990 jusqu'à 2007, donc quasiment 20 millésimes différents, de 2 propriétés du Médoc, d'un Pessac-Léognan et de 3 propriétés du Libournais. Et on a voulu voir si on avait la capacité de classifier tous ces vins sur 20 ans. Alors tout d'abord, on a démontré qu'on avait toujours la capacité de distinguer les 2 régions. Vous voyez ici, vous avez le Médoc qui est en bleu, le Libournais qui est en rose, donc on les sépare bien, donc ça on le savait. Et puis vous voyez, les vins de Grave viennent de se mettre entre les deux. Donc c'est assez rigolo parce que ça ressemble ici, ça ressemble à une image inversée de la région de Bordeaux. Mais c'est quelque chose qu'on attendait, on savait qu'on avait la capacité de classifier ces vins en fonction de leur région. La question qu'on s'est posée, c'était est-ce qu'on est capable également d'avoir une traçabilité de la propriété? Et donc, c'est ce que je vous montre là. Là, on a simplement comparé les vins des 2 propriétés du Médoc. Vous avez la propriété 1 qui est en jaune, la propriété 2 qui est en bleu, toujours sur 20 ici millésimes différents, et on voit ici qu'on n'a aucun problème pour distinguer les vins des 2 propriétés. Alors pour moi, c'est quand même quelque chose de remarquable, parce que, bon, d'abord par RMN, on est capable d'avoir une signature d'un château donné, donc ça, c'est quand même intéressant, mais c'est aussi extrêmement remarquable, parce qu'ici, on est sur quasiment 20 millésimes différents. Et donc, ça veut dire qu'on a une signature par RMN d'un château qui est indépendante du cépage, parce que ce sont des châteaux qui sont proches, ils utilisent le même cépage, ils ont le même terroir. Et donc, on est capable de distinguer, mais surtout, ça veut dire que ceux qui ont fait ces vins-là ont été capables de leur donner une signature propre sur quasiment 20 ans. C'est quand même remarquable. Alors, si on regarde les vins du Libournais, c'est moins évident. Si on prend l'ensemble des vins, on a une superposition des propriétés. Par contre, si on prend uniquement les millésimes ici après 2000, on voit qu'on a à nouveau cette capacité à distinguer les vins des 3 propriétés. Et donc, à nouveau, on voit que l'ARMN est capable de mettre en évidence la signature spécifique d'un château, et surtout que ces châteaux ont été capables de conférer à leur vin une signature spécifique sur pratiquement 10 ans dans ce cas-là. Alors pour terminer, on a eu la chance de pouvoir récupérer tout un ensemble de vins de champagne. Donc à l'Institut, on a récupéré tout un lot de champagne, une centaine de champagnes. On avait aussi quelques créments d'Alsace, des créments de Bourgogne, et puis on a aussi acheté des créments de Bordeaux, puisque à Bordeaux, c'était quand même intéressant aussi d'avoir une signature des créments de Bordeaux. Et on a voulu voir si on était capable, par RMN, de distinguer l'ensemble de ces différents fins effervescents. Et donc, voilà un premier résultat. Là, on a voulu voir si on était capable de distinguer les champagnes de l'ensemble des créments.
Et vous avez ici, à nouveau, sur une analyse statistique, vous avez les champagnes qui sont en vert, les créments qui sont en jaune, et on voit que l'on a la capacité de distinguer les champagnes des créments. Ça nous a permis aussi de mettre en évidence les composés qui étaient responsables des discriminations, c'est ce que vous avez ici. Mais ce n'est pas aujourd'hui l'objectif de mon propos. Ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'on a réussi à adapter notre méthode pour analyser des champagnes. Alors, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, ce sont des analyses qui sont ciblées. Ciblées, ça veut dire qu'en fait, on dose des composés. On se sert de la RMN pour pouvoir doser des composés donnés, et donc on a une information sur ces composés-là. Ça a un avantage, c'est parce que automatiquement, si on dose un composé, ça peut avoir une information en termes de traçabilité, mais ça peut être une information aussi œnologique, parce qu'elle nous donne une information sur la qualité des vins et ce qui fait un vin à proprement parler. Mais quand on fait ça, on ne prend pas la totalité du spectre. Il y a sur le spectre RMN des pics qu'on ne sait pas aujourd'hui analyser. Et donc, ce qu'on a voulu développer, c'est une analyse non ciblée. Une analyse non ciblée, c'est qu'on va prendre la totalité du spectre RMN, donc l'ensemble des pics que je vous ai présentés avant. On va découper ce spectre en petits morceaux et on va se servir de ces petits morceaux comme étant des indicateurs du vin. On va faire une empreinte du vin et on va se servir de cette empreinte pour regarder si on est capable de classifier les vins. Et donc, on a développé ce genre d'approche. Et pour vous montrer, vous illustrer l'intérêt de ce genre d'approche, dans les champagnes, en fait, on avait des champagnes premier cru et des champagnes génériques. Et quand on a fait les analyses ciblées, donc c'est les résultats que l'on a là, vous voyez que les taches vertes, ce sont les champagnes, et les taches bleues, ce sont les champagnes premier cru. Et là, on n'arrive pas à les distinguer. Si on prend les approches non ciblées, où on prend cette fois-ci la totalité du spectre, mais sans avoir d'informations sur la nature ici des pics qui sont dans ce spectre-là, on voit qu'on a la capacité par RMN de séparer, de commencer à séparer les champagnes des champagnes premier cru. Et donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de voir pourquoi certains éléments du spectre permettent de distinguer les champagnes premier cru. Et donc là, c'est une information supplémentaire. C'est vraiment une information qui nous apporte une information de traçabilité, parce que cette fois-ci, on ne sait pas encore remonter à l'origine des discriminations, mais c'est une information qui est pertinente. Alors, en termes d'analyse non ciblée, on a aussi développé, je vous ai dit au tout début qu'on développait différents types d'approches. Donc, je vous ai parlé de l'ARMN, j'espère que vous êtes convaincu de l'intérêt de l'ARMN, mais on développe aussi des analyses par spectrométrie de masse. Alors, c'est quoi la spectrométrie de masse? Ce qu'on va chercher cette fois-ci, c'est à ioniser les molécules présentes dans le vin, et donc ensuite on va déterminer la masse moléculaire de ces molécules et puis les fragments qui vont être issus de la fracture de ces molécules par différentes méthodes. Et ensuite, ces fragments-là, on va s'en servir pour avoir des marqueurs du vin. Et ce qu'on a développé, ce sont des approches qui sont non ciblées, c'est-à-dire qu'on va prendre la totalité de la signature ici qu'on a obtenue par spectrométrie de masse, qu'on va découper en petits morceaux. Et chacun de ces petits morceaux vont nous donner ici une variable que l'on va traiter statistiquement de façon à voir si on est capable de distinguer des échantillons de vin ensemble. Et donc là, vous voyez, on l'a appliqué à l'ensemble des vins. Donc les champagnes, vous les avez en vert, vous avez les créments d'Alsace en bleu, les créments de Bourgogne en jaune et les créments de Bordeaux en rouge. Et vous voyez que par ces approches-là, on a la capacité de distinguer les 4 ensembles. Et donc ça, ce sont des choses qu'on est en train de développer, ces approches non ciblées, globales, par RMN et par masse, en les couplant également pour avoir des informations de plus en plus poussées, de plus en plus pertinentes. Et vous voyez que ce sont des approches qui sont extrêmement prometteuses, les approches non ciblées. L'inconvénient de ceci, c'est qu'il faut être capable d'assurer que la signature ne va pas évoluer dans le temps ou de s'assurer que ce qu'on va utiliser comme marqueur ne va pas évoluer dans le temps. Donc ça, c'est le gros challenge qu'il y a derrière ce genre d'approche. Voilà, donc moi j'en ai fini avec ma présentation. Je voulais
bien sûr vous remercier pour votre attention. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Et puis remercier les personnes qui ont travaillé ici ou qui continuent à travailler sur ce sujet, en particulier les 2 étudiants en thèse qui ont travaillé sur le développement de ces méthodes, Louis Goujon, Inès Lemao, et puis remercier nos partenaires et nos financeurs, donc partenaires le service commun des laboratoires, et puis nos financeurs, merci au CIVB et merci à Mouton Rothschild. Voilà. Donc j'en ai terminé avec ma présentation, et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup Tristan, c'était vraiment passionnant. Je suivi ça comme vraiment, attentivement, c'était vraiment agréable. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et alors, j'en ai une, enfin j'ai une double question, donc ça pour lancer un peu les choses. J'ai une première question sur un côté application et enfin, au niveau financier. En gros, c'est combien ça coûte? Et ça s'adresse à qui? En gros, est-ce que il faut être une grande maison, forcément avoir un grand vin pour être en capacité de faire analyser une bouteille? Ou d'ailleurs, est-ce que ça se prête plutôt à un lot parce que c'est un tel impact financier que voilà, on ne va pas faire tester une bouteille, mais c'est plutôt un lot qui aurait été trouvé dans tel et tel pays avec un doute, etc. Et la deuxième question qui est un peu relative, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en l'état de vos recherches, la justice pourrait reconnaître votre travail comme étant une preuve tangible et pouvoir accuser un importateur qui aurait falsifié des bouteilles, etc. Alors, sur le coût, le coût des analyses, c'est des coûts qui sont, aujourd'hui, ce sont des coûts importants parce que on est sur, plusieurs centaines d'euros pour une analyse. C'est les coûts qui sont proposés aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ça s'adresse pour le contrôle analytique de bouteille à bouteille, ça peut s'adresser pour des cas ponctuels, sur des contrôles. On peut travailler, par exemple, Mouton Rothschild, c'est un partenaire avec qui on a développé la méthode et ça les intéresse pour des contrôles ponctuels quand il y a un litige et où ça vaut la peine, par exemple, quand on leur demande de faire un reconditionnement d'une bouteille avant de remettre un bouchon neuf. S'ils ont un doute, faire une petite analyse RMN avec 500 microlitres de vin, c'est quelque chose qui est raisonnable quand on a des bouteilles qui sont à des prix extrêmement élevés. Ça peut être quelque chose de tout à fait raisonnable. Après, tout un tas d'inspections, hein, parce que la RMN, pour moi, c'est un tiroir, mais des tiroirs, il y en a plein. Et avant d'ouvrir le tiroir RMN, on va ouvrir d'autres tiroirs. Après, ça peut être intéressant dans le contrôle oenologique. Et ça, je pense que c'est un développement de la RMN important sur lequel on travaille aujourd'hui beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, la RMN, ça nous permet d'avoir une traçabilité analytique où on va doser une cinquantaine de composés. On dose en 30 minutes, on dose 50 composés du vin, qui sont des composés majoritaires, qui sont des composés qui impactent bien sûr la qualité du vin. Donc, dans un procédé d'élaboration des vins, penser qu'on puisse avoir un spectromètre RMN qui va contrôler les différentes étapes, c'est quand même quelque chose d'intéressant et on tend à vraiment chercher à développer ce genre d'approche. Et à ce moment-là, on peut imaginer que ce soit des spectromètres RMN de paillasse qui fassent des contrôles. Et donc là, on est sur des choses qu'un laboratoire d'analyse œnologique peut tout à fait penser à acquérir, hein, parce un spectromètre de paillasse, c'est entre 50 et 100 000 euros. Donc, c'est pas donné, mais c'est pas non plus excessif. Et c'est quand même un outil qui pourrait envisager de doser une cinquantaine de composés qui sont de différentes familles. Et donc, ça peut être dans le contrôle oenologique, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Et on travaille, par exemple, on a développé avec Biolafort, on a pu montrer que par RMN, on était capable de suivre différents procédés œnologiques en termes de vinification, par exemple. Hein, on a été capable de distinguer différents types de macération, de maturité de baies, ou de procédés beaucoup plus fins, comme par exemple l'utilisation d'enzymes ou d'agents de collage. On a pu montrer que par RMN, on était capable de distinguer ces différents procédés. Donc ça peut avoir un rôle à jouer. Pour les analyses vraiment en traçabilité, je pense que ça va s'adresser à des opérateurs qui en ont l'intérêt. Donc,
des interprofessions, par exemple, ça oui, pour du contrôle global. Des laboratoires d'œnologie, mais avec quand même une surface assez importante, et puis des contrôles ponctuels, mais là sur des vins de valeur. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ton micro, Franck, on n'entend pas. Merci, effectivement. Le côté judiciaire des choses, le côté Alors, l'ARMN, c'est une tangible, méthode qui a etc. été déposée. La méthode par ARMN, je crois qu'elle est reconnue par l'OIV. Le dosage par ARMN, alors pas tous les composés qu'on dose, mais je crois qu'il y a 5 ou 6 composés qui ont été validés. Donc, c'est une méthode officielle de l'OIV. Donc, l'ARMN peut très bien rentrer dans des cas de contestation devant les tribunaux. Et ça va au-delà de ça parce qu'aujourd'hui, en Allemagne, l'ARMN a été développé beaucoup par la société Bruker, qui est une société franco-allemande, mais qui est aujourd'hui plutôt en Allemagne. Et ils ont développé des outils de contrôle par ARMN qui sont aujourd'hui sont des bases de contrôle officielles pour refuser des vins. Et il y a eu déjà des cas de vins refusés sur le marché allemand sur des bases de contrôle ARMN. Donc, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui a tendance à se développer. Et le problème de la solution développée par Bruker, c'est qu'elle est constructeur et fabricant dépendant et qu'il n'y a pas aujourd'hui réellement de capacité à avoir une analyse contradictoire. Donc, un des objectifs que l'on a dans cette voie-là, c'est d'être capable d'offrir une analyse contradictoire par rapport à ce genre d'approche développée par Bruker. Okay. Ok. Merci. J'ai pas de questions qui arrivent. Ne soyez pas timides. N'hésitez pas. Bah, attendre un peu. Bon, ça n'arrive pas forcément. Les gens sont plus timides finalement derrière leur écran qu'en vrai quand on les reçoit à Reims. Mais bon. Après, ils peuvent ouvrir leur micro pour poser directement la question aussi. Peut-être aussi. S'ils veulent, on peut leur permettre de l'ouvrir, évidemment, qu'ils nous sollicitent, tout à fait. Alors, j'ai une question justement. Quelles sont les capacités analytiques pour des vins en mélange? J'imagine quoi? Assemblage, je ne sais pas ce qu'il veut dire par mélange, j'imagine. Ouais, Assemblage, peut-être. Par exemple, mélange. Ah oui, Bordeaux plus Languedoc. Alors des mélanges des appellations avec des assemblages d'appellations. Alors là, on est dans la limite de toute technique, c'est que quand on va faire des assemblages. Alors nous, quand on travaille sur les vins de Bordeaux, ce sont des vins de cépage. Donc on a la capacité d'avoir une signature spécifique au vin. Alors après, quand on fait des mélanges, ce qu'on avait regardé, c'était si on était capable de distinguer des vins qui sont faits par addition de. On a la possibilité, on a le droit de rajouter un certain pourcentage, alors je ne sais plus quel est le pourcentage d'un autre millésime dans un vin d'un millésime donné. Et donc, une des questions qu'on s'est posées, c'était est-ce qu'on est capable de percevoir cette addition et on a la capacité plus ou moins grande de percevoir le fait d'avoir un millésime différent du millésime que l'on attendait dans la bouteille. Mais il est évident qu'à un moment donné, on aura des limitations. Et de toute façon, quand on lutte contre la contrefaçon, une des choses que j'ai appris, ce n'était pas mon métier, mais que la contrefaçon, c'est quelque chose de compliqué. Et plus on a de méthodes pour pouvoir garantir l'authenticité d'un produit, mieux c'est, parce que se baser sur une seule technique analytique pour affirmer quelque chose d'aussi important que pour pouvoir aller ensuite devant un tribunal, c'est pas simple. Et plus on a de techniques analytiques et plus on a de preuves, plus on a de faisceaux, mieux c'est. Alors, on a une question sur la Champagne, c'est est-ce qu'il y a eu des essais d'identification sur l'effet millésime, justement, mais pour la Champagne? J'avoue que non, parce que là c'était une opportunité.
C'était vraiment une chance. On a eu de la chance d'avoir un lot d'une centaine de champagnes qui traînaient à l'ISV, qui étaient stockés et donc plus personne ne faisait rien. Donc on les a récupérés, on les a analysés. Mais s'il y a des gens en Champagne qui sont intéressés pour ce genre de tests, nous, on est tout à fait ouverts à collaborer pour tester différents aspects sur les vins de Champagne. Je connais pas, je suis pas. Au départ, je viens pas du monde du vin, donc mais s'il y a des gens qui sont intéressés, nous, on est tout à fait ouverts à pouvoir discuter d'un projet là-dessus. Ok, il est possible que ça découle sur des projets. Je pense que ça peut-être des personnes vont avoir envie. J'ai une autre question. Alors là, c'est vous travaillez, votre travail il est basé sur les molécules organiques. Et qu'en est-il des éléments, des micro-éléments minéraux? Alors, on est beaucoup sur la notion de dégustation géosensorielle, etc. Et voilà, moins sur l'œnologie moderne, entre guillemets. Est-ce qu'on arrive à ces fameux minéraux, est-ce qu'on arrive à les mettre en valeur et est-ce qu'ils arrivent à s'exprimer dans vos recherches? Alors nous on a en RMN, je vous ai dit, on étudiait les composés qui possèdent des atomes d'hydrogène. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on a besoin d'atomes d'hydrogène. Ensuite, en RMN, la deuxième limitation, c'est qu'on va doser les composés qui sont majoritaires. Donc ça, c'est un élément important. On va s'intéresser aux composés qui sont présents en grande quantité. Ça, c'est notre deuxième limitation. Si on veut aller doser des composés qui sont en plus faible quantité, on va utiliser de la spectrométrie de masse. C'est la deuxième approche, la dernière approche que je vous ai montrée et sur laquelle on est en train de travailler. Par contre, sur les éléments minéraux, j'ai vu que parmi les gens qui étaient connectés, il y avait Olivier Donnard. Et je pense que lui développe des approches par ICP-MS. Et je pense que ce sont des choses qui les intéressent. Et donc, dans le GIS Authenticité, il y a des gens qui s'intéressent à ce genre de problématiques. Parce que voilà, je sens plein de personnes qui le côté sous-jacent de la connaissance et l'effet terroir. Voilà, à travers ça, c'est pas dans la contrefaçon pour le coup, mais c'est vraiment l'expression du terroir et des micro-terroirs qui va intéresser pas mal de personnes. On avait même une question tout à l'heure qui était un complément de question, c'est le côté, vous avez mis en relief l'effet cépage enfin, je vais y arriver, Libournais ou Médoc, rive gauche, rive droite, voilà, je vais y arriver. Et justement, sur un même cépage, mais dans une région différente, est-ce que vous avez mis en exergue ce côté discriminant qui pourrait montrer cet effet terroir? Je pense que pas mal de gens... Alors, le même cépage sur différentes régions, je ne sais pas si on l'a vraiment... Je crois qu'on l'a testé sur des vins... Je pense qu'on a dû essayer... Je pense que ça... On a fait ça. On avait pris des vins de Languedoc alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on a pris des vins de Languedoc et des vins de Bordeaux monocépage et on avait montré qu'on était capable de discriminer. Donc ça marche bien. Okay. On l'a fait aussi sur des sauternes. On a pris des sauternes, donc rive droite, rive gauche, qui sont à composante majoritaire de ces millions. Et on a été capable de séparer les Sainte-Croix-du-Mont des sauternes. Et là, c'est vraiment simplement, on est d'un côté et de l'autre de la Garonne avec le même cépage. Donc, ça prouve qu'il y a des éléments qui ne sont pas uniquement liés au cépage dans la discrimination. Ouais, voilà. Le cépage, c'est une bonne clé de discrimination parce qu'il y a des composés qui sont spécifiques au cépage. Et donc, ça, c'est une grille de classification qui marche bien. Mais il n'y a pas que le cépage. Et quand on prend les deux châteaux du Médoc, c'est deux châteaux qui sont à côté l'un de l'autre, qui utilisent les mêmes cépages. Et pour moi, c'est quand même assez extraordinaire de penser qu'on a été capable de mettre une signature en évidence sur des châteaux qui sont à côté l'un de l'autre. Et moi, ce qui m'apparaît encore plus extraordinaire, c'est qu'on a quand même eu une verticale sur 20 ans. Oui. Et avoir une signature sur 20 ans qui soit conservée pour ces châteaux-là, moi, ça m'a paru assez extraordinaire. Oui, parce qu'après, il y a le côté, est-ce le terroir, est-ce la vinification? Mais c'est vrai que sur 20 ans, on peut imaginer
les techniques quand même évoluent un petit peu. On a quand même ça trace sur 20 ans, donc on a une signature domaine qui est quand même étonnante, effectivement. Moi, ça m'a paru, pour moi, c'est assez extraordinaire. Très bien, j'ai pas d'autres questions qui arrivent. Donc on va peut-être s'arrêter là. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence. Et merci beaucoup Tristan d'être venu jusqu'à nous par la fibre. Et on espère se voir à Bordeaux ou en Champagne pour une autre thématique sur un autre axe de recherche. Pourquoi pas bientôt, on sera ravis de vous accueillir en Champagne. Et puis peut-être qu'il y a effectivement des projets de recherche autour du champagne qui pourraient naître, et on en serait ravis si on a pu initier peut-être ce genre de choses, en tout cas. Voilà, merci vraiment pour l'invitation. J'aurais préféré venir, mais bon, je suis bien, je suis derrière mon ordinateur au chaud et c'est notre plaisir. Et puis si c'est l'occasion de pouvoir collaborer sur ce genre d'approche pour caractériser les champagnes, au contraire, on y est tout à fait ouvert et on a commencé à travailler sur les champagnes vraiment par opportunité. Et si ça peut se concrétiser par un projet, voir la faisabilité, au contraire, on est tout à fait ouvert. Merci beaucoup. Je donne rendez-vous à tout notre public pile dans un mois, le 1er mars, pour le prochain rendez-vous de Bacchus, qui sera aussi sous le signe de la chimie, puisqu'on accueillera un local, pour le coup, Christophe Bliard, qui est un universitaire de l'URCA, avec un titre un peu énigmatique pour vous accrocher. On parlera de champagne, d'effervescence, de mousse. On parlera, puisque le titre c'est Le secret de la collerette du champagne, est-il caché dans le pot de confiture? Voilà, donc la chimie sous un jour un petit peu ludique, avec Christophe Bliard, qui est un universitaire qui vraiment arrive à parler et à toucher le public, et au-delà du public universitaire ou étudiant. Donc on sera ravis de l'accueillir, et ça sera donc dans un mois, le 1er mars. Comme d'habitude, les réservations, vous avez effectivement l'habitude. Merci à toutes et à tous, et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, bonsoir.